des points à apporter ou bien si je peux directement aller sur la présentation de... Sinon, je pense que je peux, si M. Kaban n'est pas avec nous, je peux directement enchaîner sur la présentation. Non, je disais, Mhm. Kadir, merci beaucoup. Non, c'est très très clair. Juste Oui. dire que l'OIDP Afrique fait partie de l'OIDP, qui est un organisme plus large situé à Barcelone. Mais c'est Mhm. tout. Oui, 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 c'est bien ça. C'est bien. Merci pour le complément. Donc, nous allons maintenant aller directement sur le vif du sujet, donc voir le panorama de la démocratie participative en Afrique de l'Est. Donc, ce projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été à l'initiative de l'OIDP, Afrique, avec People Powered, et tout sous la supervision du professeur Yves Caban, ici présent, donc qui nous donne des orientations, qui nous suggère des expériences et des ressources à consulter pour pouvoir parvenir à ces résultats intermédiaires. Donc, le plan que nous avons aujourd'hui va se décliner comme suit. Donc, nous allons un peu revenir sur le cadre légal, sur le cadre légal de la démocratie participative en Afrique. Revenir également sur les expériences et quelques avancées qui sont notées. Donc, nous allons citer quelques exemples. Revenir également sur les secteurs impactés, les acteurs qui sont impliqués, les défis et les limites. Et nous allons, à partir de ce moment, ouvrir les discussions. Donc, pour ce qui est du cadre légal maintenant, on a deux niveaux. Le premier niveau continental et le niveau national. Donc, au niveau continental, il y a pas mal de chartes qui sont revenues qui encadrent, disons, la participation citoyenne et qui la promeut, à l'instar de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui envisage une Afrique intégrée, prospère, pacifique et qui repose sur un gouvernement qui inclut tous les citoyens dans les processus décisionnels. On a également la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local, qui stipule que les gouvernements locaux doivent encourager la participation de tous les segments de la société aux activités, et ce, afin d'assurer la fourniture de services de qualité. On a également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui établit les droits fondamentaux de ces citoyens africains et qui inclut leur droit à participer aux affaires publiques de leur pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont choisis. Comme autre charte, on a la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, qui met en lumière l'importance de la participation des citoyens pour combattre la corruption, notamment à travers la dénonciation de cas de corruption, et ce, sans avoir à avoir peur des représailles. On a également la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, qui promeut dans son article 2 la transparence, l'accès à l'information, la liberté de presse et l'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques. Et enfin, on a la Charte africaine des valeurs et des principes du service public et de l'administration, qui encourage les citoyens et les usagers du service public à participer activement et effectivement au, au processus administratif. Maintenant, au niveau national, pour l'Éthiopie, en Afrique de l'Est, on a par exemple la Constitution qui stipule explicitement que le gouvernement doit promouvoir la participation du peuple à la formation des politiques et des programmes de développement national. Donc, c'est l'article 89, le paragraphe 6. Pour Madagascar, on a l'article 139 de la Constitution qui stipule que les collectivités territoriales décentralisées, qui sont dotées d'une personnalité morale et de l'autonomie administrative financière, constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l'expression de leur diversité. Et on a également l'article 37 de la loi 2014-20 qui est relative aux ressources des collectivités territoriales, aux modalités d'élection et à l'organisation, qui stipule que le chef de l'exécutif des collectivités territoriales
concourt à la sensibilisation des habitants en matière d'éducation citoyenne et la participation citoyenne au développement. Comme autre exemple, si on prend le cas du Kenya, la Constitution de 2010 et les lois qui en découlent mettent un accent particulier sur la participation publique, la transparence et la responsabilité pour améliorer l'efficacité et l'équité des services publics. Et parmi ces lois qui complètent cette Constitution, il y a la loi sur les gouvernements de comté de 2012, la loi sur la gestion des finances de 2012 également, la loi sur les zones urbaines et les villes, et la loi d'accès à l'information de 2016, par exemple. Pour l'Ouganda, la Constitution, en son article 176 2b, stipule également que la décentralisation est un principe qui s'applique à tous les niveaux de l'administration locale, et en particulier des unités administratives locales supérieures et aux unités administratives locales inférieures, et ce, afin d'assurer la participation des populations et le contrôle démocratique de la prise de décision. Et enfin, toujours au niveau national, la Constitution de la Tanzanie de 1977, en son article 21, stipule que tout citoyen a le droit et la liberté de participer pleinement au processus qui mène à la prise de décision sur les questions qui l'affectent. Donc, on voit qu'il y a un cadre légal qui est très large et qui touche la participation citoyenne et qui la promeut, mais on n'en trouve pas qui adresse spécifiquement la démocratie participative, donc la systématisation de la démocratie, des initiatives de démocratie participative au niveau local. Et ce qui nous amène donc à voir donc, comment les collectivités territoriales ont pu mettre des expériences en fonction disons, du cadre propice à cette participation ou au niveau local et au niveau national. Donc, on a quelques expériences à citer ici, quelques exemples d'expériences. Par exemple, en Éthiopie, on voit comme expérience de démocratie participative, une planification et une budgétisation participative a été mise en œuvre dans la région Somalie, ce qui a permis aux communautés locales, par exemple, de pouvoir participer activement à la prise de décision concernant le budget annuel de la santé. Et un projet pilote a été mis en place dans 6 Wareda. Les Wareda, j'imagine que c'est des collectivités territoriales, c'est des gouvernements locaux, et qui a permis d'inclure, par exemple, 49 des priorités de santé communautaire dans le budget annuel. Pour Madagascar, plusieurs expériences de démocratie participative, notamment de budget participatif, ont été mises en œuvre dans plusieurs collectivités territoriales. Et ces expériences même ont été capitalisées, je pense que c'était en 2017. Et ce qu'on peut retenir comme avancée issue de ces expériences-là, il y a l'augmentation des ressources fiscales des marchés, il y a le renforcement de la collaboration entre les communes et les acteurs locaux, donc les élus et les citoyens. Et également, il y a entre autres avancées, le renforcement de la confiance entre les populations et les différents élus. Pour le Kenya également, une très grande expérience a été notée sur les questions de budget participatif, avec des innovations qui incluent par exemple l'utilisation des technologies numériques pour les réunions virtuelles et l'intégration de la budgétisation participative, avec des audits qui sont menés par des organisations de la société civile. On note également comme avancée pour ces expériences de budget participatif un renforcement de la transparence et de la responsabilité, une inclusion accrue, parce que ces processus de budget participatif ont favorisé une plus grande inclusion en permettant aux groupes marginalisés, tels que les femmes, les jeunes ou les personnes avec à mobilité réduite, donc les personnes handicapées, de pouvoir prendre part à ces discussions-là. Et également, une décentralisation des processus décisionnels a été notée. Et enfin, pour l'Ouganda, on dénote une introduction de la planification communautaire, par exemple, comme mécanisme de démocratie participative, et qui a conduit à la création de guides de planification participative harmonisée pour les gouvernements locaux. Et une des innovations, c'est que, comme presque dans tous les pays, ces guides ne sont pas accessibles aux couches, disons, les plus vulnérables, mais également aux zones les plus reculées. C'est ce qui a poussé des organisations à
à simplifier ces guides-là, donc les créer pour faciliter leur utilisation par les communautés locales. Et également, pour la ville de Kampala, plus spécifiquement, une application a été mise a été développée, disons, pour gérer les services de vidange de fosses dans les quartiers informels surtout, mais en mettant au cœur les citoyens. Donc, ce sont les citoyens eux-mêmes qui utilisent cette application-là pour pouvoir euh, exprimer les besoins liés à l'environnement et à l'assainissement euh, et permettre aux autorités de pouvoir prendre des mesures. Maintenant, pour ce qui est des secteurs d'implémentation qui sont notés, on a le secteur de la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le cas de l'Éthiopie, mais également dans d'autres pays. Et quelques réalisations qui ont été faites dans le secteur de la santé. On a par exemple la réhabilitation des installations, des infrastructures de santé, des centres de santé de base, par exemple. Le budget participatif a également permis le recrutement de personnel, la fourniture d'équipements, ou l'installation de points d'eau et de toilettes dans les structures de santé, mais aussi a permis de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation pour promouvoir le comportement de recherche de soins. Sur la question des infrastructures également, on dénote la construction de routes, l'installation de forages, la réhabilitation des marchés ou encore la construction de passerelles ou de ponts qui permettent, qui facilitent le déplacement des populations. Sur le secteur de l'éducation également, on a la construction d'écoles, la construction de centres de développement de la petite enfance et également des projets qui visent les installations éducatives avec un focus sur les zones rurales. Et le dernier secteur affecté ici, c'est le secteur rural aussi, donc l'agriculture, développement rural, avec l'installation de lampadaires solaires dans les zones rurales, ce qui a considérablement permis de réduire, par exemple, la criminalité nocturne, mais également le développement de projets d'irrigation durable, de construction de barrages, de forages solaires dans les zones rurales pour favoriser un peu l'agriculture locale. Maintenant, pour les acteurs qui sont impliqués, on a les gouvernements de comté ou les gouvernements locaux qui sont les principaux acteurs donc, de la mise en œuvre de ces expériences de démocratie participative. Euh, on a également pour d'autres structures, pour d'autres pays, par exemple, on ne parle pas de gouverneurs de comté, mais on parlera plutôt des maires et des conseils communaux qui jouent un rôle également dans la mise en œuvre de la promotion du budget participatif, mais aussi de la démocratie participative en général. On a les partenaires techniques et financiers qui interviennent également dans ces projets-là. Et parmi eux, dans la sous-région, on peut citer la Banque mondiale, on peut citer l'UNICEF, on peut citer OUDA, on peut citer également Regional Finance Office Somalie en Éthiopie. Il y a également le FDL, le Fonds de développement local à Madagascar, et également la GIZ, donc la coopération allemande, qui sont toutes des structures de financement qui ont eu à soutenir les expériences de démocratie participative. On a également comme acteurs clés les organisations de la société civile qui ont joué un rôle dans la sensibilisation des citoyens et la surveillance de l'intégrité des processus, mais aussi accompagnent de manière technique les citoyens, mais également renforcent leurs capacités. Et pour terminer, on a les citoyens qui eux-mêmes sont au cœur de ces expériences, puisque c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui les priorisent. Et parmi eux, on peut dénoter par exemple les comités de responsabilité sociale, qui sont composés de représentants des citoyens, de représentants de la santé, des prestataires des services et des leaders locaux. On a également les citoyens, y compris les groupes marginalisés, qui ont été impliqués dans la définition des priorités et la surveillance et l'exécution des projets. Pour en venir maintenant aux limites qui ont été synthétisées, donc qui ont été remontées dans nos recherches. On a, dans un premier temps, les contraintes budgétaires.
qui empêche l'inclusion de toutes les priorités communautaires. Donc, si on a 5 ou 10 priorités qui ont été soulevées, des fois, les contraintes budgétaires font qu'on ne pourra prendre qu'une ou deux de ces priorités-là pour les mettre en œuvre. Également, on ressent le besoin de garantir la durabilité et la propriété par le gouvernement des processus de planification et de budgétisation participative. On note également dans certains pays une dépendance aux subventions du gouvernement fédéral, donc ce qui cause un manque de ressources pour financer les plans d'action au niveau local. Également, il y a le risque de la capture par les élites. Donc, les projets de budget participatif peuvent être vulnérables à la capture des élites locales, et ce qui va limiter l'impact dans la mesure où les groupes marginalisés ne vont pas être inclus. Il y a la participation inégale. Donc, certaines communautés, en particulier ceux qui vivent dans les zones éloignées, qui continuent toujours de faire face à des obstacles, surtout liés à la distance, pour participer pleinement en raison du manque d'information également, donc l'accès à l'information qui fait défaut, ce qui fait qu'ils ne sont pas informés à temps et ne peuvent pas participer. Toujours dans les défis, on a la capacité limitée des gouvernements locaux. Donc, on note des contraintes de capacité de gouvernements locaux qui peuvent entraver l'efficacité de la mise en œuvre du budget participatif, notamment en termes de suivi et d'exécution des projets. La mobilisation des ressources locales également fait défaut dans certains pays. On dénote une difficulté pour les responsables communaux, les maires, les gouverneurs, à mobiliser les ressources parce que comme ils sont élus, des fois, le fait d'imposer peut-être la taxe aux citoyens peut leur faire perdre de la popularité. Et c'est en craignant cela qu'ils rendent un peu légères les mesures relatives à la mobilisation des ressources propres, donc les ressources locales. Le déficit de capacité locale également, donc il y a un besoin prégnant de formation continue et d'accompagnement, surtout pour les acteurs locaux, donc la société civile et les citoyens, afin de maintenir et de renforcer les compétences nécessaires pour le budget participatif. Et enfin, on a les contextes sociopolitiques instables. Donc, certaines communes, je dirais même dans certains pays, ont abandonné les processus de budget participatif en raison de crises politiques locales ou de changement d'équipe administrative. Donc, il y a un problème de continuité qui peut subvenir. Par exemple, si on a une équipe municipale qui conduit une expérience de budget participatif, et après les élections locales, cette équipe municipale s'en va et une autre arrive, on peut faire face à ce genre de problème-là. Si la nouvelle équipe municipale n'est pas vraiment formée sur les questions de démocratie participative ou de budget participatif, ils auront du mal à assurer la continuité. Donc, globalement, voici les différents résultats que nous avons obtenus des recherches que nous avons faites sur la question de la démocratie participative en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Est. Donc, maintenant, je pense qu'on peut ouvrir les discussions. Merci de votre attention, professeur. Donc, je vous retourne la parole. Merci bien. Merci, Kadim, pour cette présentation qui effectivement fait le point de où on part. I'll shift to English as I see there are more English speakers than Francophone in the participants. So you can choose accordingly. Look, the exercise what we are proposing you is to focus topic by topic upon 5 issues that we would love to have your views upon. The first is to enrich and complement the participatory democracy overview in Africa that was presented by Hadim. In the second, we'll focus on the actors and their relationship. The third will be on the stakeholders' involvement. The third will be on the sectors which have been benefiting by the participatory democracy issues.
The fourth, moving forward for the looking forward exercise is challenges to deepen the participatory democracy in the continent, along what Hadim showed in the last slide. And the fifth is to have recommendations for an action plan, which is probably the most challenging part. So let's go to topic number 1, and we have some questions for you. Here it is. You can have a look at it. The questions we would like to ask you for this conversation is, which significant progress have been made according to you? And which are, to your opinion, the most meaningful experiences? We highlighted some of them, but we are sure that you have more than that, and we would love to hear you on what you consider meaningful. And then which tangible changes can be identified thanks to these initiatives? To what extent, for instance, has citizen participation been deepened? Has it led to an increase in government transparency or accountability? And another issue we are particularly interested in, and we don't have that many examples so far, is how far these local experiences have led to policy changes in the perspective of more mainstreaming what has been achieved so far. So you can choose either one or more and bring your views on that. The floor is yours. And we have divided more or less in 10, 15 minutes for each one of the 5 topics that we are proposing you for this debate. All right, so who would like to speak now? You can just raise your hand. It might be simpler. Don't be shy. We need your views for this collaborative effort. Peut-être qu'on peut désigner. Je vois Mohamed et Abdrahman de l'Éthiopie, de Djibouti autant. Mohamed, Mohamed Abdoura, hein? Bonjour. Bonjour, Mohamed. Bonjour, monsieur Kabanou. Oui. Oui, je voudrais vous remercier et remercier Radim. Donc, je voulais juste souligner que j'étais un stagiaire et travaillé à Enda et Kobom au Sénégal. Oui, donc, depuis vraiment cette expérience, je ne cesse de militer pour le budget participatif, surtout à Djibouti, où la décentralisation reste une étape vraiment, si je peux dire, vraiment très néo. Cependant, je vois la Somalie, la région de la Somalie en Éthiopie, et je vois également d'autres pays de la Corne de l'Afrique ou de l'Afrique de l'Est qui ont fait vraiment un travail intense. Par contre, il y a une barrière vraiment un peu linguistique qui reste encore un challenge, parce que Djibouti, c'est un pays francophone et entouré par des pays anglophones. Donc, cela ne facilite pas un peu plus les échanges et les échanges sur la bonne pratique. Je voudrais également remercier M. Yves Cabana, que j'ai lu beaucoup ses ouvrages en termes de budget participatif en anglais, et surtout vraiment certains ouvrages de thèse de doctorat qui portent sur le budget participatif. En fait, le contexte de Djibouti, où je suis un peu, c'est ce que nous sommes en train d'inviter les communes
et les collectivités à adopter en fait le budget participatif. Par contre, déjà, il y a en fait certains préalables avant même que le budget participatif s'installe. Moi et Khadim, et également M. Konaté, nous travaillons sur comment vraiment informer et mettre en place les dispositifs nécessaires du budget participatif. J'ai travaillé à la commune de Dalifort où le budget participatif a été une expérience réussie au Sénégal, surtout en 2000, la période de l'inondation. Donc, je voudrais vraiment un peu travailler en ce sens, mais vraiment contrainte d'expérience, de déplacement, également de, voilà, en fait, c'est ça ce que je cherchais en fait. C'est à ce que l'Afrique de l'Est, le réseau de l'Afrique de l'Est sur les budgets participatifs puisse vraiment renaître et être actif. Je sais très bien qu'il y a eu au Kenya en 2022 une grande rencontre vraiment importante où les budgets participatifs étaient au cœur de communes, de toutes les communes et régions. Mais ici à Djibouti, en fait, les préfets, les présidents de communes, voilà, les maires qui étaient là, n'ont pas encore amené en fait beaucoup de mesures. Donc ça reste en fait au niveau des experts et des techniciens des terrains qui doivent vraiment passer les messages et dire que telle commune a réussi, telle commune a réussi. Par exemple, le cas des Sénégal, dans les fois où il y avait autant d'inondations avec l'adoption de ces outils de démocratie participative, il y a eu vraiment une amélioration vraiment sur le terrain très tangible, surtout la contribution du secteur privé, des élus locaux, de partenaires, mais également la communauté vraiment labellisée, c'est devenu comme un modèle hein, au Sénégal et même en Afrique. C'est pour ça que je milite ici à Djibouti et je reste toujours très attentif aux questions, les échanges, peut-être à l'OIDB. Parfait. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces apports qui, en fait, sont autant des limites et des défis pour le futur. Alors, j'avais deux questions qui relaient un peu les résultats des ateliers précédents. La première, effectivement, vous soulignez la difficulté des échanges linguistiques, des barrières linguistiques avec les pays voisins, disons, Djibouti étant francophone, mais entouré d'autres pays qui ne le sont pas. Mais est-ce que vous sentez également la difficulté par rapport aux langues qui sont les plus parlées, quoi, c'est-à-dire le somali et l'afar, au-delà des langues officielles français et arabe? Donc ça, c'était ma première question. Est-ce que vous pensez que là, il y a un défi? Parce que pas mal de pays, de villes nous ont dit, et de pays, des participants ont dit, la difficulté, c'est travailler dans les langues locales. Donc ça, c'est une première question. Et l'autre, c'est, au-delà du budget participatif, est-ce qu'il y a à Djibouti des avancées dans le domaine de la démocratie participative, c'est-à-dire quelques processus de participation ou de planification qui pourraient exister? Voilà, c'était ma deuxième question pour essayer d'aller plus loin et enrichir le thème 1. Merci, monsieur. Moi, je vais mettre le document, mais je vais contribution officielle. Est-ce que tu peux couper ton micro? C'est bon, désolé. Oui, Mohamed? Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allez-y. Oui, merci. Bon, en fait, comme j'ai bien mentionné, la langue, oui, ça reste vraiment une barrière parce que si on regarde l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, tous ces pays sont des pays anglophones. Et en fait, c'est eux en fait qui mènent beaucoup de dynamisme en termes d'immigration et également les flux en fait économiques, social et démographique, même si que Djibouti a les sièges de l'IGAD, c'est-à-dire comme ECOWAS ici à Djibouti. Donc, oui, ça reste.
mais également les élus dans la commune. Nous avons 3 communes à Djibouti. Il y a un renforcement des capacités très continu, qui continue en fait, mais assisté par l'Expertise France et l'AFD qui accompagne en fait, qui est également le seul partenaire officiel actuellement dans le processus de la décentralisation à travers un projet qui s'appelle ADIL, initiative ADIL, c'est un projet sur les initiatives de projets locaux en fait. Il, con- il contribue en fait, c'est un projet qui contribue les plans régional, en fait, local, c'est ce qu'on appelle ici, comme le BDC au Sénégal. Au D'accord. Sénégal, c'est un plan de développement communal. Et Oui. Djibouti, c'est un plan de développement régional. Donc, c'est l'Expertise France qui assiste les régions à contribuer, à former les élus, les femmes, les jeunes, la société civile pour, Mhm. pardon, excusez-moi, pour en fait sortir un plan régional de 5 ans en fait. Donc, il y a un besoin vraiment important au niveau de renforcement des capacités pour les aider en ce sens, parce qu'une fois que les projets prennent fin, il n'y a pas vraiment la suite. La suite reste vraiment, voilà, faut Mhm. prévoir à notre partenaire ou même former ceux qui sont là. Donc, ça, c'est un point vraiment important D'accord. qui nous avons mentionné. Et les exécutifs également, ils prennent des formations, mais ça reste encore à renforcer. On a perdu votre voix. Et en fait, qu'est-ce qui reste, c'est la question de la démocratie. La démocratie, comme nous le savons, il y a la démocratie traditionnelle, ici vraiment religieuse et démocratique. Par contre, oui, Djibouti, c'est un pays vraiment, voilà, qui a été vraiment scellé sur sa démarche voilà, institutionnelle où la constitution est respectée. Mais bon, comme il y a des défis, en fait, des défis en termes de formation, d'accompagnement, de compréhension, de beaucoup de choses, en fait. Et les femmes, nous avons remarqué que Djibouti reste, Mhm. et nous avons remarqué que les communes actuellement prennent en compte l'équité, en fait, les genres. Actuellement, l'État exige que la candidature des femmes soit vraiment prise et même la candidature est encouragée au poste politique. Donc, il y a vraiment un dynamisme en ce sens. Donc, Parfait. mais, mais en termes financiers, où la participation et l'implication, ça reste une étape qui n'est pas encore vraiment au top, en fait. Si je veux dire que ça reste à améliorer, parce que les défis en termes de déchets, en termes de déchets, en termes D'accord. Bon, d'orientation Mohamed, budgétaire, on oui, reviendra peut-être au moment des défis sur ce point-là, si vous êtes d'accord. D'accord? oui, Hein? d'accord, je suis partant. D'accord? Et on va peut-être demander, merci beaucoup hein, pour ces témoignages et pour avoir pointé que au-delà du budget participatif, il y avait quand même donc quelques petites avancées avec Expertise France ou disons de prise en compte des questions d'équité des femmes. Merci beaucoup pour ce témoignage, Mohamed. Et puis on reviendra au moment des propositions aussi. On vous entendra de D'accord, nouveau. Est-ce d'accord, qu'il y a merci. d'autres personnes? Are there any other people interested in contributing here to complement the participatory democracy overview in Africa or in Kenya, for instance, as I see that there are various Kenyan. I see that one of the participants is from the Afro Leadership. Would you like to tell us what you think about what was presented in the during the Hadim presentations? Do you agree with what was said on Kenya or not? Yeah,
Thank you, Eve. We have not met, but I quite know you because I'm part of this dynamic since I would say 2009, I 2010. see. Okay. I'm Charlie. Wonderful. I'm Charlie Marcel Ngono. You might have heard of me. Yes, absolutely. Yes, I'm very pleased to hear you today. Well, that's wonderful. Yeah, working with the Association Internationale des Maires Francophones. Okay. I've been the admin, international public finance expert for Francophone Africa for more than 15 years now. So leading various projects in Africa, actually building integrated financial management information systems for municipalities and now for some countries, central governments, and also very much involved with everything digital. That means, digital participatory systems like Decidim that we try to develop in most countries in Africa now. We've got a partnership with Decidim organization in Barcelona. I see. And so, yeah, and also building some civic techs tools, like, to open budgets, to do everything that might bring the data, to the floor, to all those who are in, in all those rural or urban areas. Because as we know, even in urban areas, you don't actually get to the data, to the information that will help you do real evidence advocacy. And so that has been in a nutshell my work, working with Kadim Bashi since for all these years, and also part of People Powered. I'm one of the board members at People Powered. And yes, representing IODP in Central Africa. I was not in a meeting yesterday, so I try to catch up. Yeah, that's what I heard from Bashir and from Hadim, that we missed you. So, but it's never too late. I have one question for you, Charlie. Given your experience, we've heard a lot about the platforms, on the digital platforms as a progress, and Decidim is definitely one of them and relatively well known and international. And civic tech is also an effort by local governments to democratize through an approach they call civic tech, like in Benin. So could you name one or two of these experiences that have made a difference locally? Would you point out one or two cities that you think we should refer to in the report in terms of the Decidim, of the use of Decidim platform, and about the civic tech procedure? Like in Bohikon, for instance. Bohikon was one of them in Benin, but there must be others. So we are quite interested to hear you on that. Yeah, I would say in Central Africa, where I've been working, I think it will be difficult, apart from Cameroon, where we are, to find cities where you have sustainable projects. I would say sustainable projects, because what we face is that most of the time we will maybe receive kind of incentive, in terms of resources to implement, and I think Mohamed just talked about that, to implement a system. And then afterward, when the incentive will fade away, the projects won't be really sustainable. So we tried in Cameroon, where we are, because it's less expensive than working in this sense in other contexts that are far from us. And here in Cameroon, where we can actually support this, we try to look at how we could make this process sustainable, because that's the problem. Most of the time, as Karim said, GIZ, Agence Française de Développement, they will probably launch this sort of initiative in the hope that local leaders will take it forward,
will fund it. And this is not only true for civic technologies or maybe for platforms like Decidim, even for their own transactional systems, like the one that we installed for, because this is critical for them, to account to the supreme audit institution or maybe to account to the government when you have governmental transfers. Even for their transactional public, finance system, you will see that if there is no more support, they will take advantage of that to push the system back. The problem is actually around culture of accountability. For me, that's the key, that most leaders in our context are not really prone or maybe accountability prone. And so they will accept systems, they will accept projects, just because, at some time it's part of the package. GIZ will come with a part, you will have a little financing category for a platform, but also you will have funding, for training, you will have funding for, to build a market or maybe to build roads and things like that. So they will accept the package. But that won't be accepted as something that the local leader will take on himself as a project that he would like to see, to see improving or maybe changing the context, the participatory context. And that's why we decided we tried several times, even on our own resources, but last year, we decided to do something to build kind of in-house capacity that would support those who have accepted. And we signed a contract with 25 local governments here in Cameroon that they will commit to let us support them even when the project will end. Like it was a project, it ended actually, funded by the US Embassy here in Cameroon for those 25 local governments. And what we are doing now, I can share a list of those local governments that are actually using our civic tech platform, and some of them are trying to use Decidim, but it's actually on us to say the least, because you also have a problem of capacity in local governments. You have problem of capacity, and then people are not that, not that used to this sort of platforms. And then citizens are even far more away from these platforms. And that's what we see here, that it's not even easy, even for citizens to come and use those platforms. And it's actually an impediment. This. But you see, what you say, as a matter of fact, is showing some, if you look at the progress, I would say one progress is the presence of Afro leadership per se. Yeah, absolutely. You didn't mention it probably, but don't be shy. I would say that one of the progress we can name is the presence of and the development, consolidation of Afro leadership, because absolutely, you are making the bridge between all the limits of international cooperation. I mean, any of them well-intentioned, but when the project stops, the process stops. Yeah. And what you told us, for me, it's another key element to complement the overview that we are looking at, which is your capacity to support and change the culture of accountability, to give support beyond projects. So yeah, and I will confirm super that. Advancement. And the third one, which again is an advancement which enriches the report, is that it's not only one, usually you have one or two projects localized and it's fine, but you are scaling up, which is a true challenge that without intermediary or advisory group and institutions like Afro Leadership, this wouldn't be achieved. So thanks a lot for that. I would like to keep in mind when we touch on point 5, on the recommendations, what should be done, thinking about which actors should do what. If you can elaborate and come back at that time, not only, okay, it can be on the other questions, but
try to focus on that because we need these recommendations, and you are in a very good position to do so. Okay, so Charlie, thanks a lot for that, and we'll continue the conversation. Maybe others want to make use of the floor. If it's not the case, I suggest, Randim, that we go to the... Oh, you did that already, okay. So, je vais passer en français pour un petit peu changer. Le deuxième thème, c'est sur les acteurs en jeu et leurs relations. On se pose une question sur laquelle on aimerait avoir vos idées. C'est quels acteurs ont été à l'origine de l'expérience? Est-ce que ce sont des organisations d'habitants? Est-ce que ce sont des ONG? Est-ce que c'est la société civile de manière plus large? Est-ce que ce sont les gouvernements locaux, les gouvernements centraux, la coopération internationale? Qui est à l'origine des expériences que vous connaissez? On parlait de Civic Tech, on parlait de... on a écouté Mohamed qui nous disait que les initiatives des projets locaux ont été avec Expertise France. Bon, qui est à l'origine de l'expérience? Et quels acteurs au niveau national et local ont été impliqués dans la mise en œuvre, que ce soit des centres de recherche, que ce soit des partenaires techniques et financiers, en essayant d'identifier ceux qui sont absents. Quels sont ceux qui ont joué le rôle, mais quels sont ceux qui sont absents dans ces processus? La troisième question que l'on se pose, et où on aimerait creuser un peu, c'est quel rôle spécifique ont-ils joué ces partenaires? Et enfin, la dernière qui est plus complexe, mais qui est très importante par rapport aux avancées, à la consolidation dont nous parlait Charlie, c'est quelles sont les formes de gouvernance qui émergent à partir de ces projets, à partir de ce processus. Quelle forme de gouvernance? Alors, ça peut être des conseils, ça peut être des comités, ça peut être des comités pour la planification, pour les plans locaux de développement. Il y a beaucoup de formes et on aimerait en identifier avec vous, en particulier celles qui vous paraissent, vous, les plus intéressantes et qui ont émergé. You can see the translation in English of what I just said, and I'm sure that the translator are helping out for that. Voilà, donc nous ne sommes pas très nombreux, essayons d'écouter un petit peu tout le monde. Je vois Dina Ranaivo, est-ce que vous voulez intervenir? Peut-être, si Dina Ranaivo ne répond pas, peut-être Gafou Diop? Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Caban. Merci à Radim et à toute l'équipe. Alors moi, je ne suis pas trop experte ni spécialiste quand même à la question, mais j'ai un intérêt pour ça. Je suis jeune consultante et donc j'ai eu à travailler sur des projets qui sont relatifs à cette question-là. Et donc, étant membre du groupe WhatsApp, donc on reçoit beaucoup d'informations par rapport aux webinaires et autres. Et donc, c'est l'occasion pour moi de profiter de cette opportunité. Et alors, dans le cadre, par exemple, si je peux donner un exemple sur un des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était sur la redevabilité sociale. C'est surtout ce projet-là qui m'a marqué, mais c'est plutôt dans le domaine des DSR. Donc, les droits en santé sexuelle et reproductive, c'est vrai que c'est tout à fait un autre sujet, mais c'est surtout cette question-là qui m'a poussé donc à m'intéresser à la question de la redevabilité, des questions de réduction de comptes, etc. Et le fil en aiguille, je me suis intéressée au budget participatif. Mais bon, je dirais, en apprentissage. Donc, je vous remercie beaucoup pour les formations vous offrez, en fait, les formations et les webinaires, considérés comme des formations, disons. Et donc, voilà. Et l'expérience que j'ai tirée donc, de ce projet-là, qui est mené par des jeunes, c'est des associations, des jeunes qui sont membres d'associations, en fait, d'OECS,
d'organisations de la société civile et qui mettent en œuvre des mécanismes de redevabilité sociale dans des zones où intervient le projet. Par exemple, à Dakar, à Thiès, à Diourbel, à Matam, à Fatick. Et donc, les jeunes qui sont membres donc, de ce projet-là, ils collaborent avec des autorités locales, notamment les communes, des zones d'intervention. Et ce sont les jeunes qui proposent même des formations, en fait, des formations, des renforcements de capacité aux élus locaux. Ce sont ces jeunes-là aussi qui initient, disons, ces mécanismes de redevabilité sociale. Alors, c'est donc cette expérience-là qui m'a marquée. Mais malheureusement, on se rend compte qu'à la fin, je pense que c'est, je sais pas, un des intervenants qui en a parlé, c'est dommage qu'on se rende compte qu'à la fin des projets, il n'y a pas de démultiplication, il n'y a pas de, disons, de pérennisation en fait, on ne pérennise pas les bonnes pratiques. Dans le domaine, en tout cas, de DSR que je connais le mieux, il y a quand même ces expériences-là qui sont menées dans différentes localités, en tout cas les zones qui sont bénéficiaires des projets sur la DSR, notamment pour les jeunes et les adolescentes et jeunes femmes. Et donc, il y a des mécanismes qui sont là. Et la petite littérature que j'avais faite, c'est qu'on s'était rendu compte que en matière de DSR, ce sont plus les pays francophones, plutôt anglophones, qui sont en avance, qui ont véritablement une expérience par rapport à ces projets-là, toujours dans le domaine des DSR. Hein. L'autre, par rapport aux autres domaines, je ne maîtrise pas. Euh, mais il y a quand même des activités qui sont initiées, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est des activités qui ne sont pas pérennes. Voilà, je ne sais Très pas bien. si je sors carrément de votre thématique, Non, non, mais par rapport à Gafou, l'expérience, ouais, merci. merci. Non, au contraire, c'est très important d'avoir votre opinion puisque les consultants, comme les autres collègues l'ont dit, les consultants ont un rôle majeur puisque beaucoup de projets dépendent de consultants. Donc, votre opinion et votre sensibilité ici est très importante. Moi, ce que je retiens par rapport à notre thème, c'est quand même que vous avez apporté tout le thème du droit, qu'il soit des droits reproductifs ou autres. Mais c'est vrai que dans le cadre du travail sur la démocratie participative, de ce panorama, il nous faudra avancer davantage sur une démocratie participative qui fasse un lien très étroit avec la question des droits. Et ça, pour l'instant, c'est peut-être un point qu'il faudrait renforcer. Nous en reparlerons. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on voit de fil en aiguille, hein, au fil de ce qui a été dit jusqu'à maintenant par Mohamed et Charlie, on voit parfaitement que la question de la pérennité des actions de démocratie participative est un challenge. On est déjà dans les défis, dans le thème 4, mais il faudra y revenir. Et je pense que quand on va avoir le webinaire sur l'Afrique de l'Ouest, Gafou, ce serait très intéressant que vous nous apportiez vos idées pour les recommandations. Que faire pour pérenniser? Donc, un peu la même question que l'on posait précédemment, et peut-être gardons-la quand vous participerez au webinaire sur Afrique de l'Ouest. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Et je regarde s'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir. Je vois Pathway Kenyas, Peter Unger. Would you like to make use of the floor now? Peter, are you there? Mm-hmm. I think that maybe your mic is muted. Okay. I see it.
maybe at the later stage then. Okay, maybe you can give the floor to Tim. Tim, you wanted to share something about the second point? Yeah, everyone, my name is, introduce yourself, yeah. Yeah, my name is Timothy Kiprono. I'm joining the call from Kenya. I work for the Institute of Public Finance, and I'm really excited that OIDP and the colleagues at OIDP and of course the participants are also reflecting on this topic, because we're implementing a project that tries to kind of tackle a challenge around this topic as well. Maybe just to say a few things about the the previous discussion of the question first before I come to this, and also then say something about the presentation. Is that also I think the presentation really reflects Kenya's situation in terms of the legal framework, but also the experiences. However, Kenya is it's not a decentralized system; is a devolved system. I understand that there are differences between decentralization and devolution. So Kenya is a devolved system, and also I think it's very important to just have a an overview of how Kenya's constitution, for example, came into having or being robust about participation. Just dating back historical informations and historical challenges and marginalization, and wastage of public resources, and a situation where people feel like they are not part of their government, as much as we called ourselves democracy, but people felt like they are not part of that system and so forth. And I think that's where our constitution is really strong, among the strongest across the world, if I would say so, in terms of participation. Is very pronounced. And then, so participation in Kenya is happening, so the experiences at national level, which I think as much as we have a very robust, legal framework, the experiences are not really, in terms of implementation of that legal framework, it's not as pleasant as, or, as good as we would anticipate, what the constitution, envisioned. And then at local level, I think we have a bit of experiences, something to note, and even for your report, I would say, we have about, 2 or more counties that are really implementing, or they have very good experiences, which relates to now something I want to talk about. Now, the project that we are implementing and how it relates to this project, I think in terms of the challenges towards the end of the presentation, there was the second point of, how do we sustain and sustain participation and the practices, whether over time or beyond, a change of administration. So what the project that we're implementing with the and OIDP are part of this project as well, but also People Powered and the Open Government Partnership, is that we are looking for ways to mainstream participation. And mainstreaming, of course, in this context, is that we want to see, can we get to a point where participation is part of government systems and everyday operations, everyday policy framework, and not an experiment anymore, and not an innovation anymore. Like, you test it, you see it works, and then you make it part of everyday government, culture and practice. And so the first part of this is researching, and colleagues are doing a bit of research to just see what's happening, in the continent, but also 2 other continents, South America, Europe, and Asia as well. Just see, do we have examples of that? And then what's going to happen with these examples is that we're going to put together, an action learning program, which, of course, I would really invite you and encourage you to look out for this, because we're going to share opportunities for
a few people, up to 20 civil society and government officials to come and learn together, think about all the examples, but also then develop an action plan of how they would go about mainstreaming participation in their localities, so that then we move participation or participatory democracy practices from being experiments to and innovations to more embedded in government or institutionalized programs and institutions. So so in the next couple of weeks, we're going to, through the platform that we're in, we're going to share, experiences, opportunities, and how we can go about this program and how people can apply, because we're looking for people who are really interested in the topic of mainstreaming, so that we solve that second challenge that I was referring to. Can we create sustainability of these practices and build from that going forward? Because without that, people are losing hope and trust in democracy. And I think one way to kind of relieve and bring the trust that democracy actually has value or adds value is that if participation becomes robust and people feel like they are part of system, whether through elections, whether through governance processes and so forth. And you can see recently, Kenya is one country that it prides itself as a democratic country. But I mean, if you look at what happened recently with young people, it tells you that people are dissatisfied and people are, kind of losing hope, but also then, recognizing that we don't need to, there's no hope. I mean, or there's no solution in losing hope, but we're going to stand and defend and fight for what we think is ours. So what happened in Kenya recently with the young people is actually an eye opener, and it tells us that yes, democracy may not be delivering as people expected, and then people are willing to go to the next mile of making it work, and making institutions function, and to make sure like their social rights, economic rights, and political rights are taken into account in when people make decisions. So I will leave it there. But again, so I promise that in the next couple of 2-3 weeks, somewhere there, we should be sharing information about the call for application for this program, but also opportunities for learning and so forth. Tim, thank you very much. I have 2 questions for you. You said that decentralization is not that strong in Kenya, but how is your take on the decentralization process that took place towards the counties in the country? Do you think it was a progress? To what extent? Can you say that this is an advance in participatory democracy, or a facilitating framework for participatory democracy or not? So that's part of the conversation, the role of decentralization towards counties, which has been very much spoken about as an example and a good practice. So your views here would be super. And second, there is Kenya appears on the map of participatory budgeting specifically as an important country. What we are not sure about is how many of them are in 2024 active and how many of them have been stopped. My feeling and information I have was that many of them were not sustained, as you mentioned, focusing on this sustainability part of your conversation. So could you highlight a little bit, what is the situation in Kenya today in terms of participatory budgeting? Are they really active or are they dormant? So that would be my second question to take opportunity of what you presented. And thank you anyhow for your offer to share the platform on the mainstreaming issues in a couple of weeks. All right, Tim, the floor is yours. Yeah, thank you so much. Let me start with the last one. I think you're right. So the participatory budgeting was introduced in Kenya by the World Bank through
program. I don't know, they called it Devolution Support Program. Yeah. Mhm. So what World Bank did is to support a couple of counties to adopt participatory budgeting, kind of like shifting away from what counties used to practice, which I would call it consultation. Now, what happened is that a couple of counties were enrolled to the program. And I can mention a few that I know. West Pokot is a county in Kenya, in Western Kenya, alongside Elgeyo Marakwet, and Baringo and Makueni County. Now, the West Pokot, for example, stopped participatory budgeting immediately the World Bank program stopped. Which then raises the question of, when, like, how do you, like, what is the strength of embedding a model, in a locality? Like, does the advocate, for example, whoever is championing for the adoption, matter in whether, that model then is sustainable? So for example, West Pokot is an example. Now, the other two examples, if I won't mention about Baringo at this point, let me just mention Elgeyo Marakwet and Makueni. What used to happen in these two counties is that their practice was already along, the lines of participatory budgeting in a sense. What World Bank did is kind of like strengthen their capacity and, give them the tools and, restructuring their participation, adding different kinds of elements to improve certain, the participatory structure to meet what participatory budget requires. For example, you talk about inclusion or a portion of the budget being spent through participatory budgeting. Now, Elgeyo was spending almost 80% of its development budget through participatory processes where people sit down and allocate that money to the development, which is beyond the threshold that participatory budgeting required. So So Elgeyo is still practicing that. It's not a typical participatory budgeting, but it has elements of participatory budgeting in a sense. The same thing with Makueni. Makueni's example is more advanced than Elgeyo Marakwet County. And again, it follows participatory budgeting to a great extent. And I like the decentralized aspect of it. It goes beyond what participatory budgeting requires and so forth. Now, these two counties were practicing already before World Bank came. So that even when the World Bank program ended, they continued practicing what they used to practice, partially because it was already a culture, and people were expecting that this is the practice. And so when people already buy the idea and they think it's part of their progress, part of their process, and they want to be part of it, it's very difficult to stop. Even if the government wants to stop it, people will demand and want to that process to continue. Mm-hmm. Tim, let me jump in and ask you some of the topic we are interested in, in focusing. What I've heard is that in Makueni, that I know a little bit, a key ingredient was the role of, if I want to understand, the stakeholders and which are the key stakeholders, it was said that it was the governor profile and willingness, his political willingness, that made things different and things happen. And that's why it was successful and recognized as you said, and one more advanced sort of participatory democracy. Would you share these views? Because you are mentioning that it's very much related to the civil society and the people's engagement. What is the role you see for these governors, which are powerful in Kenya at county level, or you call them governor or something like that? Would you say that they played a key role, for instance, in the case that you mentioned, and in Makueni in particular? Yeah, absolutely. Political goodwill played a very big role in both Makueni and Elgeyo Marakwet County. The two governors were very progressive. You will notice that Elgeyo joined the Open Government Partnership Program, the local program, the first in Kenya and also among the 4 in Africa.
and I mean, understanding the rigorous, nature of the OGP process tells you that, before you, decide to participate in that kind of rigorous program that requires you to work with civil society to open, doors for engagement with others, it tells you the progressive nature of that kind of leadership at that particular point. The second aspect. So first of all, the governors played very key role. Actually, the governors are very powerful here. They're more of the president at that particular locality. They have the powers as to make laws and to to make policies and everything else, that they don't depend on the national government to make the decisions they want to make at that locality. Yeah. So they are that powerful. The second aspect of it was civil society. They're very strong in, especially in Elgeyo Marakwet County. And like Makueni, the civil society weren't that strong, but the drive was the governor. The governor wanted it to happen. And, you also notice that at some point, the governor was having trouble with the legislature. We have a local parliament, which is as strong as the national parliament, but within that locality. So the Makueni governor was having a problem with the governor. Just to show you how strong this guy and his goodwill was, is that the legislature was threatening to frustrate the governor, and the governor told them, look, let's dissolve government and let's go back to election. I believe that I'm with the people, and if you're not agreeing with the decisions that I want to make, which is opening up government and implementing policies that I think then promotes transparency, accountability, and participation, then let's go to election. So that's how powerful it was, and gives you a sense of his desire and willingness to kind of adopt that, whether World Bank was there or not. Yeah. Very and good. Then, yeah, to go back to your other question is that what I meant about devolution and decentralization. My understanding of decentralization is where national government still holds some power over decisions, but then the local units implement that decision that is being controlled at national level. Here in Kenya, is like the devolution is more of the power and the resources are fully devolved. Some functions are controlled at the national level through policy, like agriculture, because they are national in nature, like health, because they are national in nature, but things that can be done at county level without that relevant to that locality are controlled 100% within that locality. So the devolved system in Kenya is I would say is both resources and power, that the president at that devolved unit, if I call it that, just to reiterate how powerful that local leadership is that they can make the decisions without involving the president or asking the president for any authority or permission or whatever it is. That's how I would differentiate the decentralization that's happening in Kenya from any other kind of decentralization happening elsewhere, that resources and power are controlled at national level. And then it is also devolved further from the county level to sub-county, and then to the ward level. And the appointment of those authorities, the sub-county and ward level and village, are under the governor, of that particular county where, the decision is happening. Thanks a lot, Tim. This is very precious, because so far in the analysis, even in the report where we are today, we tend to split the conversation between two tiers, the central government and the local governments, in the sense of communes or cities, whatever. And what is interesting, I think, in what you said in the case of Kenya, which could bring another dimension to the report, is precisely the role that counties can play. And when you say that the devolution then can trickle down to sub-counties and wards, it indicates how important it is to have that into our under the radar on the role of regional or counties level within the progress of participatory democracy, and coming back to the stakeholders, what they can play. I suggest that we move, thanks a lot for that, Tim. I suggest we move to the next topic.
which relates to the sectors. Et je vois que nous avions le maire de Bafoussam. Non, il est parti. Je vais parler en français. Ce qui nous intéresserait ici, d'approfondir, sur lesquels on a des doutes, c'est dans les expériences de budget participatif, dans les expériences de démocratie participative que vous connaissez, quels ont été les points d'entrée? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui a permis à l'action de démarrer? Ça peut être la collecte des ordures, ça peut être la gestion de l'eau, ça peut être des services de base, adaptation climatique ou mitigation, la modernisation digitale, mais des sujets qui touchent les populations. Est-ce que vous pouvez identifier ces points d'entrée dans les expériences que vous connaissez? Ça, c'est la première doute que l'on a, où on aimerait avoir vos vues. Et le deuxième, c'est quels sont les secteurs spécifiques, éducation, santé, infrastructure, ça peut être aussi développement économique local, qui ont été touchés par ces projets et ces programmes. Et est-ce qu'il y a eu des effets indirects sur d'autres secteurs? Donc, on a déjà dressé une certaine liste que Khadim nous a montré. Mais vous, de votre point de vue, quels sont les secteurs qui ont le plus bénéficié de ces secteurs? Je reviens sur le Kenya. Quels ont été les gros bénéfices qu'on a pu voir, par exemple, avec des expériences de budget participatif dans les counties? Ou tout à l'heure, nous entendions au niveau des expériences de Civic Tech, par exemple, dont nous parlait Charlie, au niveau du Cameroun, et quels ont été les bénéfices concrets, et puis les points d'entrée, c'est-à-dire les demandes de la part des populations ou des gouvernements locaux. Voilà, donc nous en sommes au thème 3, l'heure avance tranquillement. Qui c'est qui voudrait intervenir sur ces sujets? Voilà, nous n'avons pas entendu encore Peter, mais Charlie, est-ce que vous voulez intervenir de nouveau? Oui, merci. Merci beaucoup, Yves. Excusez-moi tout à l'heure pour la précédente, je n'étais pas... Il y a l'UNESCO avec lequel on prépare le 28 septembre. Vous savez que c'est la journée internationale de l'accès à l'information portée par l'UNESCO en particulier. Donc, j'ai eu un appel de l'UNESCO régional pour les phases de préparation. Donc, non, disons que pour les secteurs qui sont impactés par les diverses initiatives, je pense que très souvent nous suivons, pour être honnête, on suit les bailleurs de fonds. Je pense que là-dessus, là, par exemple, on a une hype énorme autour du climat et du genre dans nos pays. Je dois dire honnêtement qu'on a trop de problèmes pour que ces initiatives-là soient des initiatives qui émergent de nos populations. C'est-à-dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un dans une zone rurale qui a un problème avec le climat et le genre. Bon, mais c'est ce que les bailleurs de fonds, en tout cas ceux qui ont de l'argent, imposent. Bon, bien entendu, ça reste un peu dans le discours participatif de voilà, on a recueilli, parce que j'imagine que même les bailleurs de fonds prétendent avoir recueilli les avis des participants potentiels pour bâtir les catégories de financement. Mais la réalité, pour être concret, les gens manquent d'eau. Les gens manquent d'eau. Je ne parle pas d'autre chose. Les gens manquent de soins de santé. On ne peut pas s'imaginer qu'ils seraient préoccupés par le climat alors qu'ils ne boivent pas de l'eau potable. Je parle là des problèmes vraiment. On n'est pas en zone urbaine. Et même en zone urbaine, moi je vis à Yaoundé. Si vous avez, bon, pour ceux qui s'intéressent un peu au Cameroun, mais c'est vrai partout, vous allez voir que notre journal gouvernemental est en train de célébrer le retour de l'eau dans certains quartiers. Mais vous savez, personne n'a dit avant qu'il n'y avait pas d'eau. On n'avait pas fait de publicité pour dire qu'il n'y avait pas d'eau dans ces quartiers-là. Donc, pour dire que si vous rencontrez ces personnes qui sont paupérisées progressivement par toutes sortes par une gouvernance qui n'est pas vraiment de bonne aloi,
vous comprenez que les éléments, je voudrais d'abord dire ça, que les secteurs impactés sont souvent des secteurs qui ne sont pas nécessairement les secteurs que nous avons sélectionnés. Mais maintenant, s'il y avait des secteurs, ça je fais ma petite proposition comme j'en ai l'occasion, qu'il faudrait vraiment impacter. Je pense que si on résout les problèmes fondamentaux, les problèmes de base, comme on dit souvent, il n'y aurait aucun problème à aller vers ces autres soucis qui deviennent prioritaires, le climat, le genre et autres, qui sont un peu supra quand on considère les besoins prioritaires ou du moins individuellement prioritaires de nos populations. Ça, c'est ce que je crois, que ce discours-là serait plus audible que les discours sur le climat où la société civile va parce que, bon, ben, si c'est les organisations de la société civile se transforment en acteurs du climat, en acteurs du genre et en acteurs de ce que le bailleur dit. Mais la réalité, c'est qu'on a de vrais besoins pour lesquels, à mon avis, les questions d'éducation, de santé, d'infrastructures, d'eau potable, qui par ailleurs sont tous interreliés. Quand on n'a pas d'eau, ben vous vous retrouvez, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire sur la santé si les gens n'ont pas d'eau. Ils sont obligés de boire de l'eau du puits dans des zones urbanisées. Vous connaissez les bidonvilles où les toilettes chiens qui se retrouvent dans les rivières que les gens boivent. C'est un cycle infernal. Si vous allez là pour leur parler du genre, je m'excuse, hein, mais bien que ce soit important, je veux dire pour beaucoup de bailleurs de fonds, vous parlez du genre dans ce genre de zone, mais ce sont même les dames, les femmes même à qui vous dites, voilà le genre, qui vous demandent, mais au fond, nous, on n'a pas à manger pour nos enfants ici, on n'a pas d'eau. Comment? Bon, ça, c'est pas notre bagarre, quoi. Et donc, on est obligé quand même de tenir le discours et de revenir vraiment à la participation et de demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent voir résoudre dans leur quartier, dans les bidonvilles, qui en fait deviennent de plus en plus je veux dire, répandues dans la plupart de nos villes, telles qu'on les voit aujourd'hui. Voilà ce que je voudrais dire quand même sur ce point. Merci beaucoup, et Charlie, parce que tout ça, ça nous fait avancer en termes même du plan d'action. C'est-à-dire, il y a les agendas, effectivement, des agences internationales qui ont leur légitimité et leur intérêt. Ce n'est pas pour dire que les problèmes de climat n'existent pas et qu'il n'existe pas des effets en particulier sur les pays africains qui sont ceux qui émettent sûrement le moins de gaz à effet de serre. Donc, l'injustice climatique, elle est au cœur quand même de pas mal de sujets. Mais c'est vrai, et là, c'est très important ce que, de mon point de vue, là, on a un point dur, disons, pour le rapport, autant dans les défis que pour les recommandations, puisque bon, on avance dans la conversation, c'est bien que si l'on veut de la démocratie participative et, comme vous le dites, la participation, la mobilisation des habitants, il est important de partir des problèmes que eux se posent au quotidien dans l'heure qui suit. L'heure qui suit, c'est trouver de l'eau, pouvoir faire la cuisine, faire les plats, avoir l'énergie pour la cuisine. Voilà. Si on ne part pas de cette vie quotidienne qui est au cœur du droit à la ville, de la vie quotidienne telle qu'elle se pose pour les habitants, c'est très difficile de parler de participation et donc très difficile de pouvoir construire un projet de démocratie participative. Donc, absolument. Je crois que là, on est en phase et c'est vraiment un point très fondamental. Donc, merci de mettre le doigt sur celui-là et d'avoir les bons points d'entrée est un garant pour ce qui était dit que tout à l'heure nous disait Tim sur tout ce qui sont les thèmes de pérennisation, tout ce qui sont les thèmes de consolider les processus. C'est bien au clair que s'il n'y a pas, depuis le départ, le bon point d'entrée, les populations participent parce qu'elles ont peut-être un bénéfice, ou les ONG participent parce qu'il y a un bénéfice immédiat, il faut faire tourner la marmite. Mais ce n'est pas ça qui est porteur nécessairement d'un projet de démocratie participative au sens fort du terme, au sens de politique et au sens social du terme. Donc, merci beaucoup d'avoir insisté sur ce point. On va peut-être en profiter pour voir s'il n'y a pas qui c'est qui aimerait intervenir. Radim, est-ce que tu vois des personnes qui seraient peut-être intéressantes et importantes à ce niveau-là?
Je pense que tout à l'heure, j'ai vu Sherry qui avait ouvert son micro juste au moment où Charlie prenait la parole. Je ne sais pas si elle voulait intervenir. Sherry from Pathway, do you want to take the floor? Yeah, we haven't heard you yet. Sherry or Peter, we have two people from Pathways. So Pathways, yeah. Yeah. So Peter, or, yeah. Okay, Sherry, you can yeah, je vois la main levée de Peter. Peter has raised his hand. Yep, Peter. Okay, you can go, Peter. Open up your microphone. You're mute. Yep, now you. No. All right. Thanks so much. Not sure if I'm audible on that side. Am I? Yeah. I'm struggling a bit with my internet. No, we hear you perfectly, Peter. That's fine. All right. So thanks. I would want just to speak through what Tim really talked a lot about what we are doing in Kenya. And on number 3, I would want to say, and just responding to the speaker who spoke last and saying, one of the way we are using and we are encouraging participatory as entry point is through what we call the cross-sectoral approach. For us, we have been running a participatory budgeting project in Laikipia in one of the wards. And in the wards, what we do, it's a health project, but it's also embedded with water. So what we have done is get the community to agree that the central water point will be the hospital, will be the health facility. So what has happened is that the health facility has received funding to be able to tap roof water, rainwater, and to be able to dig a borehole. So that water, when put at a health facility, then it's piped to the community. And the community are using it 2 ways. They are able to come to the health facility to access health, but at the same time to access water. So what this has done is that because of that kind of cross-sectoral approach, the people have been able to discuss the importance of the hospital. So even the community that is being served by the hospital, the budgets for the hospital have all improved because of the water project that was started there. So looking at participatory entry point, for us, we have found that the water was a good entry point for health, but at the same time, health brought in conversations around water. So I have seen a way of ensuring that you can be able to use cross-sectoral approaches. And this I'm speaking of Laikipia, where we work. You can use cross-sectoral approaches to ensuring that conversations can start from one point to the other. And I'll give the example of education also. We are running projects around menstrual health. And because menstrual health is not a conversation that a lot of people want to have in school, but by bringing watering points into schools and ensuring that the boreholes are being dug in school, and schools have a lot of roof. So tapping water from the roof when it's raining and putting it in the tanks where communities can come and access water, then from the school, we can start having health conversations, education conversations, because water has brought it in. And so there's all these multiplier effects that we are seeing in the counties because of the cross-sectoral approaches and the specific entry points that we get to participatory budgeting. And at the end of the day, you can see the increase in the budget for health, and currently now the increase in the budget of water. It's all because of the crossness in engagement that has been happening in the counties. I would want to voice that as one of the ways in which we can improve the practices of entry. Thank you. Thank you so much, Peter. That was brilliant in terms of effectively, it's not necessarily one entry point, but this cross-sectoral approach has a multiplying effect.
I would say, not only in terms of providing results, but we had that at a point in time in Brazil, you know, and when we started PB and in the rest of Latin America, is that the cross-sectoral approach will have a multiplier effect as well on the type of people who are interested, because some are more on health, others on water, but it sums up and combines. So it's a very interesting concept, even for improving the report. Could you expand, though, Peter, on one issue which was unclear here to me, at least, which is what is the relation of what you said on the health facility and the access to health and water and participatory budgeting? Was it through participatory budgeting that you embedded the approach of cross-sectoral approach, or was it through another kind of program or experience? Thanks. It was actually participatory budgeting. So what we first did, we realized that there was a huge gap in the previous county government on what we were calling community engagement. So public participation was, as Tim had said, was just consultations. So they would come with a document that is already prepared, and so they would tell us, this is a project we are thinking. So what do you? So people would just vote for things that have already been thought out. So by looking at the people who come for public participations all come with different interests. As you said, there are people who come only to discuss environment, and when we are done with environment, they leave. There are those who come to discuss water. No one sees the community as one, you know, as one. And so for us, creating participatory budgeting model for us was first engage the community on what their interests are. So the communities would actually vote for the projects they want. But when we realized that if you call communities to vote for the health project, it's only a few who would come. If you call communities to discuss and vote for environment projects, it's only a few who would come. But bringing the cross-sector approach, we had the whole community. And currently, I can say there are people who are sitting in the health facility boards who have been now elected to represent the health facility, who are water people. So there has now been, you know, crossing of leadership. So the guys who are managing water are now part of the health facility, and the guys who are running health are now part of water. So the participatory budgeting model that we used, and finally this year, I think 2 weeks ago, we produced what we call the citizens budget. So what the citizens have said, these are the things we would want to see in the budget. And the analysis shows that about 70% of the things that are in the main budget by the county government are actually what came from the citizens budget that they said, especially around water and health. So there's a huge public participatory budgeting process that the community have taken. Unfortunately, because this project was not being run purely as a participatory budgeting project, so the funding was more of a social accountability project. So even the community, if you go to the community and ask, is this participatory budgeting, they will tell you, maybe we don't understand what participatory budgeting is, but all the tenets of participatory budgeting is what they are using now to ensure that they have the right projects. Thank you. Thank you so much. You know, and again, it indicates that participation, experience of participatory democracy, as you said right now, even if it's not labeled actually participatory budgeting in its full sense, through social accountability, you can reach results which are very close to the very spirit of PB. And the other elements which I think are essential in what you said for our report on the conceptual frame is that with the cross-sectoral approach, you are indeed working on an entry point, which is the one of Lefebvre in the Right to the City perspective, which was the daily life, you know, starting with this full unity of the daily life, and not a sectorial approach. And growing through cross-sectoral, you are slowly
taking into consideration what is essential for people in their day-to-day life. So that was, to me, quite interesting, and it's a true contribution. Thanks a lot for that. I suggest that we move to topic 4. And maybe we can take the 4 and 5 together, given the consideration of the time. Je vais partir sur... Tu peux laisser la 4. En français, on a beaucoup parlé déjà, je crois, des défis rencontrés, hein, qui a été la sustainability, l'inscription dans le temps, et qui a été celui de prendre en compte les besoins des populations. Donc, vous avez nommé pas mal de défis pour l'instant. Tout ce que nous disait au départ, au tout début, Mohamed, sur justement, qu'est-ce que ça veut dire l'aide internationale. Donc, quels ont été les défis, peut-être maintenant plus sur au niveau de l'engagement citoyen? Les difficultés spécifiques rencontrées au niveau de l'engagement citoyen, de l'implication des populations. Est-ce que ces défis ont été liés aussi aux ressources financières? On a vu qu'elles sont très faibles, en particulier au niveau des gouvernements locaux en Afrique, humaines, logistiques. Quels sont les problèmes institutionnels ou bureaucratiques? Donc, ceux d'entre vous qui voudraient insister sur certains points sont les bienvenus. Et je passe tout de suite au thème 5 qui nous intéresse, sur lequel on aurait beaucoup de choses à dire. Kadim, est-ce que tu peux changer? Merci. I shift to English. Which recommendations would you make for the deepening of participatory democracy in the African continent? The participatory democracy per se, not necessarily the projects, you know. Can you specify them in relation to different stakeholders? What we are trying to do is to formulate recommendations directed to specific stakeholders. Could be for the government. We suggest you do this, that, and that. For the Association of Cities and Local Government, we haven't been speaking a lot this morning about them, but they are a key player to our opinion and the opinion of colleagues from other regions. Recommendations to civil society, to the international technical and financial partners, and another stakeholder we have not been speaking a lot about are universities and research centers, and finally the media, be them social media or mass media. All right, so let's take 10 minutes on that, and the floor is yours. Where is that, Charlie? I think Charlie has left. So if any of you want to intervene, you are most welcome. Bonjour, c'est Yves. M'entendez? Oui, oui. Hello, can you hear me? Oui, okay, oui. Thank you. Merci. En fait, si j'ai bien compris, c'est peut-être le moment de parler les challenges, c'est ça? Oui. Un peu plus sur les obstacles en fait, qui bloquent le budget participatif. En fait, nous avons vraiment un cas général, c'est en fait le renforcement des capacités déjà, et de comprendre d'abord les différents processus du budget participatif, les étapes, on fait de la sensibilisation, les forums, les zones de projet, l'orientation budgétaire, la transparence, l'équité. En fait, ce sont des étapes qui nécessitent déjà un renforcement des capacités très spécifiques à l'endroit des agents de communes ou en fait tous les acteurs de la commune, par exemple, y compris les parties prenantes. Donc, et ça, c'est d'abord un obstacle. Et en deuxième point, c'est en fait l'appui institutionnel. D'abord, il faut que les communes ou les ministères en charge de ces projets doivent reconnaître ou institutionnaliser les budgets participatifs. L'institutionnalisation n'est pas également actuellement
en fait, ouverte en fait en discussion. Nous avons des projets en ce sens, mais l'institutionnalisation restait comme un défi. Et un troisième point, c'est la participation et l'engagement des citoyens. Les citoyens, ils disent que ça, c'est pour l'État et ils ne s'engagent pas. Peut-être ils disent que bon, ça, c'est une affaire locale et ça concerne que les élus, gestion, en fait, la responsabilité de gérer la commune ou la région. Mais l'engagement en tant que tel de la société civile reste très bas ou c'est insignifiant en fait. Et il contribue uniquement quand il y a une prévention, que ce soit une maladie ou que ce soit une campagne de vaccination. On les utilise quand il y a un besoin. Mais il n'y a pas un besoin ou une sensibilisation un peu vraiment très continuel en ce sens. Donc, si je prends l'exemple parmi les défis de communes ici à Djibouti, c'est la question des déchets qui... Allô? Je pense qu'il est déconnecté, on l'a perdu. Ou bien il est, On l'a il est perdu. toujours. Ouais, On a je crois perdu qu'il mon est, il est Djibouti. toujours là. Peut-être que s'il désactive sa caméra, peut-être ça pourra un peu aider. Peut-être, comme le temps avance, est-ce qu'il y a... je voulais passer la parole à Charlie, mais il a dû partir. Est-ce que d'autres participants... d'une manière... Oui? I have a question for you, Peter. What would be your key recommendation? If we can try to wrap up, just each one of you, try to give the key recommendations that you would make. Peter, are you ready to kick off on that? What is the key recommendation if we want to deepen participatory democracy in Africa, even beyond Kenya? Yeah, thanks. I think the first one would be at the policy level, because governments have to be on board, as Tim said. If the political class is not on board, there's a big challenge in putting participatory democracy. And I'll give the example of Kenya, where the public participation policy says that we should have 14 days of consultation, but this is never respected. And even if we go to court, it's never so there has to be political goodwill. But secondly, civil society also have to be organized, so that when we start coming together on, even if like for us in Laikipia, we have formed what is called the Laikipia Civil Society Forum, where we come together and are able to even use the little resources we have to bring communities on board and work with them in that. And finally, of course, is a recommendation to the donors. I think participatory democracy has not received as much support as would have required, and it would be one of the things that would solve a lot of the other problems, in the democracy and governance sector that we are putting so much money into. I think it's time we put money more in participatory democracy, because it solves most of the accountability problems that we are facing currently, and so we are able to move forward as a society. Those would be my 3 top of the head recommendations. Thank you, Peter. That was brilliant. And agreed, particularly on the donors side. I think that there is a need to take participatory democracy much more on the top of the agenda, and not limit to sectoral approaches or that sort of thing. So the point is taken. Maybe, Tim, are you still there? Would you like to pinpoint 1 or 2 of your key recommendations for the future? Yeah. One is building demand. The best way from where I sit to sustain
and even strengthen participatory democracy is when there's external demand. And so by external demand, we're talking about citizens here. When citizens make it a culture of participation, governments don't have a choice. In simplest words, if I can put it like that. So so this is for as my colleague says, if we can invest a bit of time and resources in building a culture of participatory democracy, where citizens see participation as a basic part of everyday life, then governments will not have a choice but to actually implement and even improve what they have. The second one is where we're supporting. One thing that I'm realizing in Kenya is that governments are implementing whatever participatory model they're implementing because that's what they know. In the sense that if they had access to something better than what they have and the capacity to implement that, then there will be there are few governments that are progressive and are receptive to implement something better than what they have because it is available and it is the support to do that is available. And so it is for us to kind of like make practices, best practices available that can be adopted. And I think we are designing one of those tools, something people powered call participatory playbook, where government can design their own participatory program that meets certain needs and stuff. So I think if we can make technical support available, make best practices available, and provide the kind of environment where governments feel like it is safe to use those kind of resources, then I think we can deepen participatory democracy. I will stop at those two. Yep, thank you. But what you say, it ingrains a little bit of advocacy towards government, doesn't it? Because you can have a good practice, but to turn that into something palatable, appreciated by the policymakers, there is a need of campaigning, of advocacy, isn't it? Absolutely, absolutely. Making available is not just, I mean, I know there are a lot of research today, even our universities, local universities or international universities, we do very nice research. But how that research gets from the shelves of the research institutions to the practitioner is the challenge. And I think that's where the idea you're bringing, that as much as we make this material, best practices available, then we also have to make them known and advocate, reach to the practitioner and say, here is something that can elevate what you're already doing. You're doing a good job, but here is something that can elevate that. So I think that's the process. That's how I see it. Yeah, thank you for these compliments. That was pretty useful, I would say. Maybe another. Who else want to speak on key recommendations that are for you? I mean, essential. Maybe one. Yeah, we have Sherry. Sherry has the floor. Yeah, Sherry, the floor is yours. Thank you so much. I actually want to echo what my colleagues have said, and basically maybe I would start with a challenge so that I can connect with the recommendation. So my most true challenge is the limited public awareness and engagement that we have talked about in Kenya, and also there is also inadequate feedback mechanism that has been a most problem in mostly when during the public participation, and also getting feedback after public participation. Peter has talked about the citizen budget. So it has been a very quite a challenge where it comes to, adequate feedback mechanism. So through that, there's been also lack of transparency and accountability, because we all know social accountability and good governance, it's the key on the participatory democracy. So my recommendation to this is just joining for what my colleagues have said. Maybe I would say it's to enhance public awareness and education, both to the community and also to the county leaders, because also you get, as much as we educate or we give awareness to the community, also we leave a gap to the county leaders, because also we forget that these leaders sometimes are just elected from the community and just put into these positions. But at the end of the day, they have no awareness on what to do or on terms of social accountability and good governance. So that's also the gap that you've seen within the community and also the county leaders. The other recommendation I would say is we leverage more on technology and innovation, because as we can see,
most of technology and innovation feedback mechanism comes from the digital awareness that we are in 2024. So those are my biggest recommendation. Back to you. Thank you. Thank you, Sherry. And I think that what I got from what you say in particular is that this enhancement of public awareness in priority should go to the county leaders because they have now a little bit of power and some resources. Is it correct understanding, or would you say public awareness in general from central down towards? Or do you have a priority there? Is the county level your priority? Sherry? After the county level is my priority, but it's from top to down. Yes. Okay. All right. Yeah. Thank you for this compliment. We'll end up the session before passing the floor to Hadim Gay as a coordinator. I would like to hear now Gafou Diop. You wanted to Gafou, si vous voulez vous aussi faire utilisation de la parole. Merci beaucoup. En fait, c'était juste pour dire que peut-être s'il y a aujourd'hui des défis à relever, c'est des défis qui sont énormes, mais aussi des défis qui sont interliés. Et je pense que le premier défi, c'est surtout que les communautés, les organisations de jeunes, surtout les jeunes, en fait, quand on parle de budget participatif, il faut que les jeunes soient impliqués et de fil en aiguille qu'il y ait cette pérennisation, etc. Mais il faut que, tout d'abord, il faut que les communautés connaissent d'abord leurs droits. Il y a ce problème de connaissance des droits qui pose problème, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les communautés, les associations de jeunes n'ont pas, en fait, cette possibilité ou cette capacité d'exprimer leurs besoins. Il y a ce problème-là. Si on ne connaît pas ses droits, on n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins, surtout auprès des élus locaux. Il y a ce défi pour moi qui est fondamental et qui est donc, en fait, comment on appelle ça? Les autres défis sont en fait liés à ce premier défi-là. Et l'autre défi majeur, c'est le suivi et l'évaluation. Dans des communautés où on a expérimenté, par exemple, le budget participatif, il y a ce problème de démultiplication, de pérennisation. Et donc, c'est des choses très intéressantes qu'il faut prendre en compte. D'autres défis, c'est le défi d'implication des jeunes. Ça, il faut vraiment impliquer les jeunes dans les projets ou des activités de budget participatif. Et surtout aussi, les femmes sont laissées carrément à côté, surtout les jeunes, les plus jeunes, les adolescents, etc. Moi, j'ai fait un plaidoyer pour les plus jeunes, parce que en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, après, il y a que, en fait, les communautés sont expérimentées et après, ils vont démultiplier ces bonnes actions. En résumé, c'est ce point sur lequel je voulais apporter. Et puis aussi, en dernier lieu, pour terminer, la collaboration, maintenir la collaboration entre les communautés, en fait, les communautés et les autorités. Merci beaucoup. OK. C'est parfait. Très bien. Et de nouveau, merci Gafou, parce que vous retombez une fois encore sur la question des droits, les connaître, parce que si on ne connaît pas ses droits, c'est beaucoup plus difficile pour pouvoir exprimer ses besoins. Je retiens aussi, parce que ça, c'est un fil entre ce que nous disait Chéri, mais aussi les autres collègues du Kenya et ce que vous dites, que eux disent le feedback. Donc, pour avoir un adéquat feedback, il faut pouvoir le suivre. Et vous insistez aussi sur cette notion de suivi et d'évaluation de ce qui peut se faire. Et donc là, on a un autre thème de connexion entre différents pays qui me paraît particulièrement fertile. Et peut-être à poursuivre dans le rapport, on en reparlera. Bien, on est arrivé un peu à la fin de la session. Merci beaucoup à chacun. Thank you very much. I know it's difficult to work in two languages, even for us, but I think that it's part of the building of participatory democracy in Africa to go beyond the old languages barriers that have been forging the differences. So, maintenant, je repasse à Kadim. Si tu veux bien donner les paroles de fin et tes observations aussi, tes réactions sur tout ce qui s'est dit. Tu as écouté très, très patiemment. Voilà, je te repasse la parole pour la clôture de la session. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, professeur. Et merci à l'ensemble des participants. Je veux citer Sherry, Peter, Dina de Madagascar, Timothy et Gafou qui nous ont accompagnés au cours de ces 2 heures-là et qui ont apporté beaucoup de bonnes choses. Et on espère pouvoir les exploiter pour améliorer le rapport. Et je suis heureux également de constater qu'une bonne partie de ce qui a été dit n'infirme pas ce qui est déjà dans le rapport, mais vient plutôt le renforcer. Et j'ai d'ailleurs été content de voir, par exemple, sur la partie des secteurs, qu'on a eu un complément d'information, c'est-à-dire, nous, l'approche qu'on avait pour les secteurs, c'était juste de voir quels sont les secteurs impactés. Mais là, avec l'appui de Peter, on a pu voir même qu'il y a, disons, une intersectorialisation, cross-sectoring, comme ils disent en anglais, des expériences de budget participatif, et c'est tout heureux que je l'apprends à travers cette consultation. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier et remercier également les interprètes qui nous accompagnent depuis le début, parce que c'est eux qui facilitent un peu la compréhension de tous, et ils sont là depuis le début de ces consultations-là. Maintenant, juste pour clôturer, je vais demander à tout un chacun, s'il est possible, d'allumer sa caméra pour qu'on prenne une photo de famille. Merci. Donc, M. Caban, professeur, je vous retourne la parole pour conclure. Oui. Non, merci. Je crois que ça a été particulièrement riche, une fois encore, et ça renforce bien qu'il fallait faire ces consultations pour ne pas rester dans les généralités, mais parler des terrains, parler de vos lieux, de là où vous construisez de la démocratie participative, où vous rencontrez des difficultés et où vous trouvez des solutions. Donc, vos témoignages sont essentiels et ça a été vraiment une source, pour moi en particulier, de satisfaction et de plaisir, quoi, de pouvoir vous écouter. Merci pour votre patience, encore une fois. Et maintenant, photo de famille. Donc, si c'est possible, bon, on ne force personne. Si c'est possible, vous pouvez allumer vos caméras, comme ça, on va prendre la photo de famille avant de se quitter. Tout en vous remerciant. Ah voilà, chérie, on pose un nom sur le visage, enfin. Bien. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, thank you everyone and see you soon. Donc, juste une dernière information, dire que nous allons vous envoyer l'enregistrement de cette session et également un questionnaire qui reprendra l'ensemble de ces questions au cas où vous avez des compléments à y ajouter. Donc, vous pourrez remplir le formulaire. Merci à tous et au revoir. Au revoir.